Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents pour cette session dont le titre est le prix des traitements, déserts médicaux, comment garantir un meilleur accès équitable à l'innovation. Donc je me présente, je m'appelle Benoît Barthaud, je suis directeur d'investissement au sein de l'équipe Sciences de la Vie chez BPI France. Et on est ravis d'accueillir Elisabeth, Christelle et Bernard, oui tout à fait, à nos côtés. Je vais peut-être les laisser se présenter un petit peu plus, parce que dans certains cas, ça peut être un petit peu technique. Donc, je pense que c'est pas mal qu'il y ait un petit peu de background sur chacun. Et ensuite, on abordera le sujet plus en détail. Voilà, ben moi, effectivement, je suis PDG d'une ETI française, industrielle, basée à Saint-Étienne et qui fait des dispositifs médicaux. Donc, en plein dans la santé, en plein dans la France, en plein dans les territoires et en plein dans des traitements qui sont des traitements, je dirais, de plus en plus reconnus, comme l'Organisation mondiale de la santé vient de dire que l'activité physique était en soi une thérapeutique. Donc on est en plein dans cette reconnaissance de la part des dispositifs médicaux. Nous sommes 3000 personnes dans le groupe et nous sommes implantés dans toute l'Europe. Et on voit bien qu'on est en plein dans la santé. Christelle ? Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je suis présidente de Bebraun en France. C'est la filiale française d'un groupe allemand qui s'appelle Bebraun Melsungen. Donc c'est un groupe mondial qui a été créé en 1839. Là on est en plein dans l'Europe, on est en plein dans l'industrie. En fait notre gamme est très large. On est le multispécialiste de la santé puisqu'on arrive à couvrir les 3/4 des besoins de n'importe quel hôpital public ou privé, que ce soit dans le domaine de la perfusion, des soins chroniques ou du bloc opératoire. Merci. Bernard ? Moi, je suis Bernard Sély, je suis le vice-président du comité économique des produits de santé. Le comité économique des produits de santé, c'est une structure interministérielle qui a pour vocation de fixer le prix des médicaments et des dispositifs médicaux qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc on est à la croisée des chemins entre les différents impératifs de l'État quand il fixe le prix de médicaments ou de produits de santé. C'est-à-dire veiller à ce que les produits soient disponibles pour les patients français, premier objectif. Deuxième objectif, que la dépense publique soit maîtrisée pour éviter de voir s'envoler les dépenses d'assurance maladie. Et puis après, il y a d'autres objectifs qu'on essaye de mettre en œuvre. C'est veiller au développement de l'innovation, veiller au développement de l'industrie en France, et je me réjouis d'être à une table ronde de deux sociétés qui investissent et innovent dans notre pays, et également veiller au développement économique des territoires. Donc on essaye de concilier tous ces impératifs pour fixer des tarifs qui soient soutenables sur le long terme. Merci beaucoup Bernard pour cette description extensive. Donc, pour introduire un peu le sujet, dans un sondage réalisé par Le Point et publié fin avril 2023, 40% des Français auraient renoncé à des soins pour des questions de coût et 78% se disent même inquiets pour l'avenir de leur système de santé. Alors, effectivement, qu'en est-il en France, en tout cas, est-ce qu'on doit craindre des prix de traitement très élevés qui pourraient inclure derrière un reste à charge trop conséquent et qui empêcherait quelque part certains patients de pouvoir bénéficier de ces soins ? Est-ce que c'est ça le vrai problème, ou est-ce que finalement c'est pas tout à fait ça ? Si vous voulez que je prenne un peu la parole là-dessus, je pense que d'abord on sort d'une période qui a été une période de crise inouïe, qui a complètement changé les données de la santé en France, en Europe et dans le monde entier. Et donc on est en train d'avoir une espèce de révélateur qui a été cette crise, qui nous dit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et effectivement, il y a des déserts médicaux et des déserts médicaux sur lesquels il y a des solutions trouvées et il y a des solutions à trouver. Il y a les deux. Des solutions trouvées, il y a quand même 25 000 pharmacies en France. C'est loin d'être nul. Ça n'est pas 25 000 médecins de proximité, mais il y a 25 000 points d'accès aux médicaments et aux dispositifs. Et nous sommes évidemment très concernés par le dispositif médical, mais 25 000, c'est-à-dire plus que de boulangeries. Donc ça veut dire que ce désert médical, il existe d'une certaine façon, certainement pour l'accès à certains médecins, pour l'accès à certains spécialistes, pour certaines structures hospitalières. Mais la proximité pharmaceutique, qui est une spécialité française, parce qu'en France, nous avons choisi que le dispositif soit présent en pharmacie. Ce n'est pas le cas de certains autres pays d'Europe. Et donc, moi, je pense que ça nous donne quand même une espèce de capacité à être près de presque tous les patients
en France et avec des pathologies qui sont quelquefois très sévères, mais avec des solutions de santé qui sont des solutions accessibles, accessibles en prix. Et des solutions qui sont maintenant véritablement reconnues et à tel point qu'elles sont prises en compte par les autorités de santé qui attribuent une validation et ensuite qui attribuent un prix. Donc je pense que le désert, oui, mais il y a quand même des situations qui sont un peu rassurantes sur la possibilité justement de cette pharmacie d'amener près du patient et quelquefois même chez le patient un dispositif qui est utile. Christelle ? Pour répondre à votre question, j'aimerais déjà faire un petit retour sur ce qu'avait dit le professeur Antoine Tenière au BIC de l'année dernière, à savoir la santé n'a pas de prix, c'est le principe en France, mais elle a un coût. Et plus particulièrement le coût de l'innovation, le coût de la souveraineté industrielle. On le sait maintenant après 2 ou 3 ans de Covid, nous avons un système de santé qui est mis sous tension. Nous avons aussi un système de santé qui est unique dans le monde, avec un système de solidarité basé sur la solidarité. Je ne pense pas qu'il y ait une remise en cause possible de ce système, mais il y a une refonte en profondeur de ce système pour assurer sa pérennité et pour assurer l'accès pour tous les Français, pour tous les patients français et européens, j'insiste sur le côté européen, pour aux meilleurs produits, qu'ils soient pharmaceutiques ou dispositifs médicaux, et pour avoir accès aux innovations. Aujourd'hui, très clairement, il y a un sujet sur le système de santé français, sur le système économique qui sous-tend ce système de solidarité. Et nous sommes en train de discuter, nous sommes rentrés dans un dialogue avec les différentes parties prenantes pour revoir ce système, pour assurer la pérennité du système de santé français. Et il ne faut pas se cacher, il y a un problème. Mais au moins, pour la première fois, nous sommes rentrés dans une phase de dialogue, notamment avec le CEPS, mais pas que, pour réfléchir ensemble aux meilleures solutions. Merci. Je suis sûr que Bernard va avoir pas mal de choses à nous dire sur ce sujet. Oui, peut-être quelques réactions. Hein. Déjà, par rapport aux déserts médicaux, on a un système de régulation qui assure le même prix des dispositifs médicaux et des médicaments sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est quand même une force de notre système. Madame Ducoté le rappelait, des produits qui sont distribués dans plus de 20 000 pharmacies en France. Ce qui est aussi un maillage assez remarquable, hein, un des maillages les plus denses du monde. Il ne faut pas oublier effectivement ce réseau des pharmaciens qui a d'ailleurs largement contribué à la réussite, je pense, de la campagne de vaccination notamment ou des tests. Donc ça, c'est un élément évidemment très important. Par rapport aux travaux sur l'évolution, effectivement, il y a une tendance forte aujourd'hui qui est de valoriser l'industrialisation de la France, évidemment en général et plus spécifiquement dans le domaine de la santé. C'est une volonté évidemment du gouvernement au plus haut niveau. Et ça se traduit par des actes concrets, hein, très, très, très clairement, où on cherche à faire en sorte, effectivement, de valoriser autant que c'est possible l'investissement dans notre pays, donc les entreprises qui ont des usines, des centres de recherche et de développement chez nous, pour un intérêt très, très clair, c'est que, évidemment, ça permet de minimiser les risques de tension d'approvisionnement ou de rupture. Et finalement, jusqu'au Covid, c'était des choses assez théoriques. On s'est aperçu, au moment du Covid, que ça pouvait avoir une réalité très concrète pour des patients. Peut-être juste pour revenir sur la dimension prix, on voit que les prix de certains médicaments, et notamment de certaines biothérapies, ce qui est moins le cas du dispositif médical, mais certaines biothérapies qui peuvent avoir des prix de remboursement à hauteur de 200 000, 300 000 euros par an. Comment on fait si on a de plus en plus de traitements qui sont dans cet ordre de grandeur-là? Comment le système tient encore? Et qu'est-ce qui existe déjà à l'heure actuelle qui permet peut-être déjà de limiter ça? Et qu'est-ce qui pourrait peut-être être fait à l'avenir pour faire en sorte que le système fonctionne encore?
Écoutez, c'est effectivement au cœur des travaux qu'on a avec l'industrie du médicament. Alors moi, je travaille plus spécifiquement sur le dispositif médical, mais clairement, aujourd'hui, on a un sujet lié aux biomédicaments, biothérapie, bioproduction, où on a des molécules qui peuvent dépasser effectivement des tarifs très, très élevés. Donc aujourd'hui, on cherche les bons équilibres pour assurer effectivement à la fois comme je le disais tout à l'heure, la garantie que ces produits seront accessibles pour les patients français. Il faut faire attention aux désinformations quand on dit regardez, ce produit innovant est disponible partout ailleurs et pas en France. Non. Aujourd'hui, on a plutôt un pays qui permet de garantir l'accès à ces produits très innovants. Et effectivement, sur la tarification de long terme, il y a des équilibres à trouver en lien effectivement entre les pouvoirs publics et l'industrie pharmaceutique. Et donc, finalement, le problème, c'est pas tant le prix du médicament qui peut être élevé pour le patient, parce que finalement, il n'a pas de reste à charge, ou quand reste à charge, il y a, la plupart du temps, c'est pris en charge par les mutuelles. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de disponibilité du médicament qui serait la conséquence de négociations peut-être trop dures du gouvernement, en tout cas des payeurs, vis-à-vis de pharma ou vis-à-vis d'industrie du dispositif médical ? Je peux juste donner quelques éléments. Effectivement, on a un sujet sur les médicaments largement utilisés de prix qui peuvent apparaître trop bas. Donc c'est effectivement un écueil qu'il faut éviter. Sur le dispositif médical, c'est quelque chose évidemment de très important parce que l'économie du dispositif médical est encore différente de celle du médicament. C'est-à-dire que si on rentre un peu dans des débats techniques, le coût marginal d'un dispositif médical est élevé. Le coût marginal, c'est le coût de la N+1e unité produite. Hein. Donc, quand vous produisez 10 000 prothèses, combien coûte la 10 000 plus unième prothèse ? Vous voyez que pour la produire, il faut de l'inox, du titane, de l'énergie pour façonner ces produits. Donc le coût n'est pas du tout nul. A contrario, pour un comprimé de médicaments chimiques classiques, la millionième unité produite va être évidemment beaucoup plus faible que la première qui emportait la rentabilité de l'usine et de la chaîne de production. Donc ça veut dire qu'effectivement, à un moment, le prix des dispositifs médicaux ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on se heurte à ces éléments structurels. Et j'ajouterais que conjoncturellement, on a un sujet d'inflation, on a un sujet de hausse des coûts de la main-d'œuvre, hausse des coûts de l'énergie, qui rend encore plus difficile l'équation et la recherche d'équilibre pérenne. Alors là, je suis complètement d'accord. Mais juste peut-être pour tous ceux d'entre vous qui ne connaissent pas très bien le DM, qu'est-ce que c'est qu'un DM? Alors on le sait maintenant depuis le Covid, les masques c'est un DM, le masque le FFP2 ou le masque chirurgical c'est un DM, mais aussi ça peut être des gants, du gel hydroalcoolique, des aiguilles, des cathéters, ça peut être aussi des robots chirurgicaux dans les blocs opératoires. Donc en fait, il n'y a pas l'industrie du DM, il y a les industries des DM avec des métiers extrêmement différents et donc comme le disait Bernard, avec des coûts complètement différents et des marges complètement différentes par rapport à l'industrie du médicament. Et pour payer l'innovation, nous devons aussi avoir des revenus suffisants sur les produits matures, puisque chacune de nos entreprises ont des départements R&D qui travaillent sur l'innovation. Et en fait, on est ambidextre. Hein. On doit avoir des produits matures de très haute qualité pour les patients, notamment les patients chroniques, et de l'autre, suffisamment de revenus générés pour développer les dispositifs médicaux du futur. Et c'est toute l'équation d'équations difficiles sur lesquelles on est en train de travailler avec les pouvoirs publics pour trouver cet équilibre, pour favoriser l'innovation et pour favoriser la réindustrialisation de la santé en France. Donc c'est un petit peu le sujet de... On ne peut pas comparer le médicament avec le dispositif médical. Et si on veut réindustrialiser, nous, c'est vraiment notre message, c'est bien de se focaliser sur l'innovation. Hein. Le CSIS 2030 a clairement porté une ambition de faire de la France le pays leader en innovation et santé d'ici 2030, mais ça veut dire avoir une économie pérenne sur la partie produits matures.
parce que ce sont les industries des produits matures qui financent malgré tout l'industrialisation des produits innovants. Peut-être Elisabeth, pour compléter. J'ai envie de prendre un exemple très concret, parce que dans le fond, effectivement, je suis bien de ton avis, le dispositif est tellement large que finalement, dans l'esprit du public, on dit dispositif, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et dans le fond, on peut prendre un exemple de ce que nous faisons. Nous faisons des ceintures lombaires. Des ceintures lombaires pour des gens qui, très souvent, ont une crise de lombalgie aiguë, qui va les perturber énormément dans leur vie, les empêcher de conduire, les empêcher de porter, et qui va même les conduire jusqu'à des arrêts de travail, c'est-à-dire la chose la plus lourde pour l'assurance maladie. Donc un lombalgique est quelqu'un qui a une crise aiguë et qui risque de devenir un malade chronique, et le jour où il est chronique, il est en arrêt de maladie permanent. Donc on est dans des conséquences pour l'assurance maladie et pour sa vie personnelle extrêmement lourdes. Eh bien, si on a cette ceinture lombaire qu'on peut fabriquer en Chine, qu'on peut fabriquer je ne sais où, ou qu'on peut fabriquer en France, et qu'on le fait avec des moyens français, suivant des normes françaises, dans un marché de distribution français avec l'aide de la distribution pharmaceutique, et qu'on le fait avec suffisamment, je dirais, un niveau de prix suffisant pour pouvoir se dire que l'année prochaine, on en aura une autre un peu plus innovante, un peu plus adaptée, peut-être connectée, parce qu'effectivement, on a tout intérêt à utiliser cette ceinture lombaire pour apporter des informations au patient, lui dire comment il va se comporter, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, comment il va, etc. Donc, tous ces dispositifs-là sont aussi appelés à être des dispositifs qui sont connectés et qui vont de ce fait accroître leur efficacité, accroître probablement aussi le fait d'être bien portés, donc d'être bien utilisés. Donc ceux qui vont avoir été remboursés d'un dispositif médical probablement l'auront porté et l'auront utilisé mieux. Donc il n'y aura pas de gâchis. On en sera dans une prescription et dans une observance qui sera frugale. Donc on est dans un système vertueux. Mais ce que je voudrais, c'est dire quelques éléments sur l'industrie. Nous voyons des pharmacies qui sont petites, qui sont en centre-ville, dans lesquelles le stock n'existe plus. Qu'est-ce qui fait le stock et qui va permettre qu'il n'y ait pas de rupture de stock par rapport à tous ces malades qui sont devant nous? C'est que les industriels ont fait le stock. Ils ont fait l'effort financier d'avoir le stock. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme autre effort, les industriels? Ils ont fait également l'effort de pouvoir livrer très vite. C'est-à-dire que dans nos industries, toute commande qui arrive avant 5 heures de l'après-midi, le lendemain matin est chez le pharmacien. C'est-à-dire que la santé n'attend pas. Et comme le pharmacien, très souvent, ne peut pas faire l'effort d'avoir du stock dans toutes les quantités et de toutes les tailles, c'est l'industriel qui va le faire. Et l'industriel va aussi faire, ce que tu as souligné, de l'innovation. C'est-à-dire qu'il va apporter dans son dispositif des fonctionnalités qui vont être de plus en plus nombreuses et qui d'ailleurs vont faire l'objet d'études cliniques, d'études économiques, qui vont donc donner leur lettre de noblesse à ce dispositif. Donc, si je prends ce lombalgique, qu'il soit dans un désert médical ou qu'il soit dans une ville avec une grande intensité de distribution pharmaceutique, on pense vraiment qu'il y a des solutions de santé et que nous, industriels français, du territoire français, vis-à-vis de ces besoins extrêmement importants, du lombalgique, de la personne qui a eu un cancer du sein et qui va être, on le voit bien, on est au mois d'octobre, et qui va être obligé d'avoir un manchon sur son lymphédème qui est consécutif à son cancer. On voit bien que tous ces malades-là, eh bien, les industriels français aujourd'hui, d'abord, n'ont pas démérité, parce qu'on n'a eu pratiquement pas de rupture de stock, et deuxièmement, sont prêts à s'organiser pour que la santé soit bien distribuée et soit distribuée de façon égalitaire. Donc, je crois qu'il faut voir cette chaîne de la santé vraiment comme un espèce d'espace, d'un écosystème très complet, dans lequel il y a les industriels et ceux qui sont en amont, qui apportent les matières premières, jusqu'à l'innovation, la fabrication, la distribution, le pharmacien, le médecin qui va prescrire et l'utilisateur. Et tout cet écosystème santé, dans le dispositif, je pense que c'était vraiment un système dont on peut voir une véritable efficacité qui ne résout pas tout, mais qui, pour moi, est assez rassurante par rapport à ce qu'on peut faire pour des malades. Non, merci. Effectivement, on a beaucoup entendu parler des différentes pénuries diverses et variées, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce qui avait plutôt bien fonctionné. Et dans certains cas, effectivement, l'industrie du DM, elle, n'a pas vraiment été concernée par ces pénuries-là, sauf peut-être sur les masques. Bon. Oui, mais là, c'était vraiment de l'imprévu, du pur imprévu. Oui. Oui. Non, mais en tout cas, le fait que vous ayez une chaîne de valeur qui soit pas totalement intégrée, mais pas loin par rapport à l'industrie du médicament, où il y a la plupart des principes actifs qui vont être délocalisés en Asie,
Voilà, on n'a pas eu cette rupture-là qui est liée à un déficit d'importation de certains composés. Vous, les composés, vous les avez produits au départ sur le pays, ou en tout cas en Europe. Et donc, ça a permis de pallier à cette pénurie potentielle qui aurait pu arriver. Oui, tout à fait. Vous avez raison de dire les principes actifs, parce que dans le dispositif, il y a des principes actifs. Une ceinture lombaire, c'est une ceinture de décharge, c'est une ceinture qui permet de mettre au repos. Et ben, ce principe actif, il va être fait avec une université, nous qui sommes à Saint-Étienne, avec l'école des mines à Saint-Étienne, avec le CHU de Saint-Étienne, avec des gens qui vont faire des études médico-économiques, avec des ingénieurs, etc., qui sont locaux. Et donc, je dirais, cette capacité à produire, à vérifier et à mettre à disposition ce principe actif, ben c'est purement français ou purement européen, parce qu'on travaille aussi avec des universités européennes. Mais il n'y a pas du tout cette espèce de délocalisation du principe actif. Il y a une proximité de la capacité à produire ce principe actif sur notre territoire et avec des expertises locales qui sont véritablement compétentes. Et pour nous, c'est pareil, puisque nous avons 75% des produits que nous vendons en France sont fabriqués en Europe et nous avons un circuit extrêmement intégré. Et sur le DM, c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions d'approvisionnement plus que des ruptures qui sont dues à des pics de commandes. Là, on l'a connu pendant la crise Covid. On a eu des pics de commandes de respirateurs, des pics de commandes de pompes à perfusion, où la commande a augmenté de 300%. On ne peut pas fabriquer 300 fois le tissu industriel en une nuit. Donc c'est clair que dans ce genre de situation, il y a des pénuries. Il y a également des tensions qui sont liées à l'augmentation de la demande de sécurité, qui est tout à fait normale. Le nouvel règlement européen qui impose des contraintes fortes en matière de qualité et de sécurité pour les patients, où certains éléments qui rentrent dans la fabrication du dispositif médical viennent d'industries qui ne sont pas dans la santé, donc qui ne répondent pas à ces critères de réglementation. Donc il faut qu'on ait de l'imagination, il faut qu'on trouve des solutions pour assurer le respect de la qualité pour le patient. Mais globalement, l'industrie du DM a été, pour le moment en tout cas, moins impactée par les pénuries. Et nous, en tant que société européenne, nous œuvrons, nous demandons à favoriser le circuit court, d'un côté pour éviter les pénuries qu'on peut connaître en temps de crise, mais également pour favoriser la décarbonation du système de santé. Le système de santé en France provoque 8% des gaz à effet de serre dans l'économie française. Et le fait d'avoir un circuit court et donc de donner plus de place aux fournisseurs européens permettra mathématiquement de contribuer à la décarbonation du système de santé. Donc c'est tout bénef. Donc garantie d'approvisionnement d'un côté, de l'autre décarbonation du système de santé. Non, et c'est très important, et on voit bien que ça, effectivement, il faut trouver le juste prix pour pouvoir permettre aux sociétés de faire ça aussi, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement et que l'accès soit équitable pour tout le monde. Peut-être juste, je vois qu'il nous reste 7 minutes. Si on revient un petit peu sur la partie déserts médicaux, on a évoqué tout à l'heure le rôle des pharmacies et du fort-maillage qui peut permettre justement d'éviter ces déserts médicaux-là. Il y a aussi un axe, on l'a survolé un petit peu et peut-être qu'on peut revenir dessus, sur le digital et sur le fait que le dispositif médical est un support pour le digital qui peut permettre de jouer son rôle dans les déserts médicaux, ou en tout cas d'éviter ces déserts médicaux-là. Clairement, on l'a effectivement pas encore abordé, mais un élément pour lutter contre le désert médical, c'est tout ce qu'on appelle la télésurveillance, c'est-à-dire pouvoir faire remonter à son médecin tout un tas de données pour des patients qui sont par exemple atteints de pathologies chroniques. Et ça, évidemment, c'est un élément de suivi qui est tout à fait remarquable. Des textes, d'ailleurs, pour rembourser ces technologies de télésurveillance ont été pris récemment, puisque ça date du mois de juillet. Donc aujourd'hui, on a en France une architecture globale pour que ces dispositifs soient inclus dans les processus de remboursement. Et puis ça montre aussi quelque chose de très fort lié au dispositif médical, c'est que c'est un équipement qui peut très rapidement se numériser. Moi, j'aime bien dire que dans pas très longtemps, quasiment tous les dispositifs médicaux pourront inclure une forme de numérisation, parfois même de l'intelligence artificielle, qui peut décupler leur effet.
Et ça, c'est important pour nous de l'appréhender, en lien évidemment avec les industriels qui les produisent, parce que derrière, on doit être en mesure de valoriser cette innovation dans le tarif, évidemment. Sinon, si quand un industriel innove, derrière, il n'a pas de rémunération liée à cette innovation, ça crée des situations des incitations à l'investissement qui ne sont pas du tout dans l'intérêt des pouvoirs publics. Donc il faut trouver le juste équilibre entre valoriser l'innovation tout en maîtrisant la dépense. Évidemment, quand on a 3 000 milliards d'euros de dette publique, forcément, tout ce qui concourt à maîtriser la dépense globale doit être regardé de très près. Mais l'innovation reste un des moteurs très forts. Et pour rebondir également sur ce que disait Elisabeth tout à l'heure, ces écosystèmes, ils sont très importants également pour le patient, parce qu'in fine, quand une entreprise produit en France, certes, on limite les risques de tension, de pénurie, on innove, on emploie, c'est très fort, mais derrière, on dynamise un tissu lié alors vous avez mentionné à Saint-Étienne, l'école des mines de Saint-Étienne, mais aussi les centres hospitaliers, les équipes de chercheurs. Vous savez qu'en France, on a des professionnels de santé qui sont parmi les meilleurs du monde, mais derrière, il y a tout un écosystème qui vit. Donc eux peuvent faire ces recherches en lien avec des entreprises innovantes, et ça, in fine, ça profite aux patients français. Et quand une entreprise se délocalise ou quand elle ferme, malheureusement, eh bien, c'est tout un écosystème qu'on atteint et qui peut, in fine, se traduire par des soins de moins bonne qualité. Et en fait, le sujet, c'est effectivement de trouver le bon équilibre en matière de prix pour assurer la pérennité de l'industrie, de peut-être moins se focaliser sur le volume. On en discutait, c'était une des recommandations de la mission Borne, et plus sur la qualité. Donc nous, on aime dire le juste soin, c'est-à-dire le bon soin au bon patient au bon moment. Et l'EDM, c'est un moyen pour faire venir l'hôpital au patient et non pas le patient à l'hôpital, puisque ce qui coûte aussi extrêmement cher, c'est le système qui est hospitalier, enfin qui est très hospitalocentrique en France. Et l'important pour les patients, c'est d'avoir la sécurité. Mais la sécurité, elle peut aussi être à la maison avec le bon dispositif médical et avec les bons outils digitaux. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus. On pense par exemple à la dialyse à domicile ou à la perfusion à domicile, la nutrition à domicile, toutes ces activités-là qui ne sont pas faites à l'hôpital mais qui sont suivies par l'hôpital grâce à des dispositifs connectés et grâce à des logiciels de suivi de patients. Et ça, c'est l'industrie du DM qui peut le faire. Oui, moi j'ai envie de parler d'un autre type de malade qui est archi fréquent. Trottinette ou vélo, on se casse le poignet. Ça, c'est d'une banalité extrême. Classique. Sauf que c'est 8 semaines d'immobilisation. 8 semaines, c'est énorme. Et 8 semaines d'immobilisation, s'il faut aller tous les 3 jours ou tous les 5 jours chez le médecin, vérifier que la cicatrisation se fait dans de bonnes conditions, c'est horriblement coûteux pour l'assurance maladie, c'est horriblement contraignant pour le patient lui-même, et est-ce que c'est véritablement utile? Donc tout ce que nous apporte le digital qui va véritablement illuminer le dispositif médical est un champ de recherche considérable. Donc il faut que cette innovation du digital, elle puisse venir jusqu'à nous, et pour ça, il faut que ce dispositif, il nous maintienne une marge suffisante pour que nous puissions le faire. Ça veut dire le reste à charge, qui n'interdit pas du tout d'avoir toujours un dispositif qui est sans dépassement, mais que dans d'autres cas, dans des dispositifs sophistiqués, on puisse avoir un reste à charge qui va permettre à l'innovation de venir transformer ce dispositif médical qui va être une vraie piste de solution de santé, d'abord très intéressante, parce que ce patient, il va rester chez lui, il montrera l'état de son poignet par visio interposée à son médecin, et il aura même des indications de ce qu'il doit faire et de ne pas faire, etc. Il aura peut-être même une modification du matériau qui va devenir plus en plus souple pour aller jusqu'à la mobilisation de son poignet. Mais on est vraiment à la veille de choses qui vont être absolument renversantes, je dirais, au niveau aussi bien de l'efficacité de la santé que de l'économie de la santé, qui est un vrai sujet. Au moment où les grands traitements sont à 300 000 €, il faut vraiment qu'on soit économe de notre santé. Donc voilà, moi j'ai une grande espérance pour le dispositif d'être porteur des solutions de demain. Merci beaucoup. Il nous reste trentaine de secondes. S'il y a des questions dans le public, profitez-en. Nos intervenants sont là.
Bonjour, je m'appelle Marc Schins, je suis le président du laboratoire d'Elbert. Je voulais simplement poser une question concernant l'accès équitable à l'innovation. Que pensez-vous de la clause de sauvegarde ? Alors, je vais expliquer ce qu'est la clause de sauvegarde. La clause de sauvegarde, c'est un dispositif qui figure dans la loi de financement de la sécurité sociale, et qui vise à assurer une maîtrise de la dépense de santé. Donc, ça a été mis en place d'abord pour les médicaments, et ça existe pour le dispositif médical. Donc, si l'ensemble des dépenses de médicaments dépasse un certain niveau, eh bien, il y a un écrêtage, et donc les entreprises sont conduites à rembourser parce qu'elles ont fait des volumes supérieurs à ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire en gros la trajectoire des dépenses d'assurance maladie. Donc c'est un dispositif qui vise quand même à protéger les finances de la sécurité sociale. Donc en tant que contribuable, on peut tous s'en réjouir de cette mise en place. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif qui a fait l'objet de nombreux échanges entre les pouvoirs publics et l'industrie du médicament, qui était plus particulièrement concernée. Et d'ailleurs, voilà, on m'a coupé. Donc dans le PLFSS pour 2024, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le plafond de ce qu'on appelle cette clause de sauvegarde a été revu pour être en meilleure adéquation. Sur le dispositif médical, jusqu'à présent, cette clause ne s'est pas activée parce que les dépenses étaient en dessous du seuil qui était prévu dans la loi. Mais pour 2022, on pourrait atteindre un déclenchement de quelques millions d'euros, ce qui se traduira pour certaines entreprises par une contribution au budget de la sécurité sociale. Donc ce que j'en pense, c'est un élément qui est dans la loi. Donc à un moment, il faut l'appliquer. Après, ça ne veut pas dire que les pouvoirs publics sont sourds aux messages que peuvent formuler les industries du médicament ou du dispositif médical. Alors, très rapidement. juste la parole des industriels. Alors, je vais y mettre un peu le pavé dans la mare. Personnellement, je pense que c'est une fausse bonne idée. Parce que c'est punitif pour les industriels. Et nous, on préférerait discuter ensemble de solutions constructives. Et on n'est pas forcément pour pousser les volumes, mais pousser pour la qualité. Et en plus, pour le DM, contrairement aux médicaments, la clause de sauvegarde, si elle est appliquée, c'est 100% du chiffre d'affaires qui est réclamé, ce qui est donc extrêmement punitif et qui aussi impacte les décisions d'investissement des sociétés européennes comme la mienne en France. Il faut quand même bien avoir en tête que la France est le marché le moins attractif de l'Europe de l'Ouest en matière de produits de santé. Et avec des mesures punitives, que ce soit la clause de sauvegarde ou que ce soit les achats pour compte qui sont déclenchés, en tout cas sur la partie médicaments. Donc on est ravis de rentrer dans un dialogue avec les autorités, mais on souhaite aussi être entendu sur le fait que les industriels, ce n'est pas forcément toujours les méchants de l'histoire, et on est aussi là pour apporter des solutions. Et moi, j'ajouterais un dernier mot, on dépasse, mais ça ne fait rien. C'est qu'il ne faut pas toujours juger le dispositif à l'aune du médicament. Le dispositif médicament, c'est très différent. Un médicament, quand vous avez un antibiotique, vous avez quatre formats de ce. Et un dispositif, chez nous, nous avons 10 000 dispositifs différents. C'est-à-dire, s'il faut que 10 000 fois sur 10 000 chiffre d'affaires annuel, on aille regarder si on a un peu, mais on va avoir une usine à gaz et on va faire de tâches administratives au lieu de faire de l'innovation. On voit qu'on a un peu d'innovation à apporter sur le prix en tout cas et sur la